Alors, je vous souhaite la bienvenue. Moi, je suis donc Erwan Daniel. Je suis donc ingénieur en prévention je vais laisser mes collègues se présenter. Laurence, si tu peux. Alors oui, Laurence Martin, donc juriste, donc du coup à l'AST 35, donc sur Rennes, mais également à Saint-Malo, à Fougères et à Plérin dans le 22. Voilà, et je vais présenter maintenant le docteur Oksana Adler qui va se présenter elle-même. Bonjour à tous, merci d'être là. Je suis le docteur Aurélio Xmenler, je suis médecin du travail à l'AST 35, service de santé au travail de Rennes-Vitré. J'ai le secteur sud-est de Rennes. Voilà, merci à mes collègues. Donc, vous êtes aujourd'hui réunis autour des rencontres santé-travail. Ces rencontres santé-travail qui réunissent tous les services de santé au travail de France aujourd'hui, 24 septembre 2020. Alors, je vais vous donner quelques règles de bon fonctionnement pour ce webinaire, mais je vois que tout le monde les respecte bien avant. Vous avez donc un micro qui va vous permettre de poser vos questions. On vous demande de le couper pour le moment pour éviter effectivement les effets de l'arsène qui peuvent être vite inconfortables. Autre recommandation, vous pouvez utiliser le chat. Je vois que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers à ce chat. Pour poser vos questions au fil de cette présentation, nous vous répondrons soit en fin de webinaire ou au moment de notre présentation. Et puis ce webinaire fait l'objet donc d'un enregistrement, on doit vous en informer. C'est pour ça qu'on vous demande de couper vos caméras. Merci de votre compréhension. Alors, pour débuter ce webinaire, nous sommes réunis aujourd'hui autour de Présence Bretagne, qui est une association qui réunit 9 services de santé au travail en Bretagne. Alors, je vais pas vous détailler ces 9 services, je vais juste vous dire celui auquel j'appartiens. Il est sur la droite de cette carte. Moi, je travaille effectivement, ainsi que mes 2 collègues, sur le service de Rennes. Mais ma collègue juriste, notamment, intervient de façon plus transversale sur d'autres services de Bretagne. Vous avez sur cette carte un certain nombre de points, les points bleus notamment qui représentent nos centres principaux et les points jaunes qui représentent les annexes, et des annexes notamment d'entreprises pour des grosses entreprises où les médecins du travail et leurs équipes pluridisciplinaires peuvent être présents. Alors, Présence Bretagne, je vous ai dit 9 services, c'est un suivi d'à peu près 740 000 salariés, ça fait déjà pas mal de monde, et ça regroupe 71 000 entreprises adhérents à nos 9 services. Alors, ce qui fait un nombre de professionnels en santé au travail assez conséquent, 848 précisément. Nous avons la chance d'avoir 218 médecins du travail, 104 infirmiers, 138 préventeurs spécialisés comme moi et pour épauler au quotidien les secrétaires médicales qui sont au nombre de 274 précisément. Alors ces rencontres santé-travail, elles ont un intérêt, c'est de vous montrer la prévention en action. On va par cette présentation valoriser nos actions tout au long de l'année, se présenter à vous, et vous avez vu qu'aujourd'hui, plusieurs thématiques vous est proposées pour la prévention de vos entreprises. Alors aujourd'hui, on vient donc sur le sujet, enfin on va intervenir tous les 3 cet après-midi sur le sujet de l'aide à la mise à jour du d'évaluation des risques professionnels. Et comme je le disais en début de présentation, l'idée de cet après-midi, c'est d'avoir une approche à 3 voies, la juriste, la technique pour moi-même et le côté médical pour le médecin du travail, le docteur Oksana Adler. On va aborder 7 grands points cet après-midi. Le docteur Oksana Adler vous fera un contexte du Covid-19 à aujourd'hui. C'est un contexte très mouvement, enfin c'est en mouvement perpétuel. Donc ce qu'on va vous dire aujourd'hui ne sera plus forcément vrai demain.
Le cadre réglementaire sera présenté par Laurence Martin, juriste. Je reprendrai la main sur la question du document unique et avec qui on va pouvoir réaliser ce document unique dans vos entreprises. On passera par quelques conseils méthodologiques. Nous vous présenterons ensuite des pistes de prévention. On vous présentera un outil qui vous sera envoyé. Ces documents, le support qu'on vous présente aujourd'hui sera également envoyé par email à la suite de ce webinaire. Et on fera un petit zoom sur le protocole national qui a été mis à jour très récemment au 17 septembre dernier. Voilà, je vais laisser la parole au Dr Oxenhandler. Alors, je vais vous redonner quelques informations, mais dont vous avez certainement déjà connaissance pour une grande majorité, puisque malheureusement, la Covid-19 fait maintenant partie de nos vies depuis un certain nombre de mois. Donc, un petit rappel sur le SARS-CoV-2, qui est donc le coronavirus qui provoque la maladie qui s'appelle la Covid-19. Donc, ce virus est un virus ARN enveloppé d'une membrane lipidique. Alors, c'est un peu technique, mais surtout, ce qui est intéressant dans ce détail, c'est que du fait que ce soit une membrane lipidique, c'est un virus qui est sensible aux désinfectants courants, qui sont en fait pour la plupart des agents qui s'attaquent aux graisses. Donc, on a cette chance. Il est plus fragile, ou en tout cas plus sensible aux désinfectants et aux détergents courants du fait de cette membrane lipidique qui l'entoure. On la taille entre 60 et 200 nanomètres. Vous imaginez bien que c'est extrêmement petit. Une forte contagiosité et létalité entre 0,3 et 2%, donc c'est bien évidemment ce qui nous préoccupe dans cette période d'épidémie. Il y a eu différentes données sur le temps de survie du virus dans l'environnement, c'est allé de quelques heures à quelques jours. Alors maintenant, on s'accorde quand même à dire que c'est plutôt quelques heures que quelques jours. Quand on vous parle de la présence du virus sur certaines surfaces au-delà de 24 heures, bien souvent, ce n'est pas la présence du virus entier, mais juste la présence de matériel génétique qui appartient au virus. Mais ce n'est pas parce qu'il y a encore ce matériel que le virus est là en entier et qu'il est contagieux. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. La survie du virus à un état contaminant est en général plutôt de quelques heures à 24 heures. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, je vais revenir rapidement sur les modes de transmission. Donc, il y a deux modes de transmission, la transmission directe et la transmission indirecte. La transmission directe, c'est quand vous aurez un contact direct avec une personne infectée à moins d'1 mètre. Donc, dans ce cas-là, moins d'1 mètre, c'est ce qu'on appelle un contact étroit. Il peut y avoir une transmission directe lorsqu'il y a partage en fait, de gouttelettes contaminées de virus. Donc ça peut se produire lors d'une toux, d'un éternuement ou d'une discussion si on n'a pas mis en place les mesures de protection nécessaires. Et il y a également une transmission interhumaine par des aérosols sur de longues distances. Alors ça, c'est un petit peu... on s'en doutait déjà depuis longtemps, ça a été confirmé dernièrement. C'est pour ça qu'il y a eu des évolutions dans les modes de protection très fortement préconisés. Le souci de ces aérosols, c'est que là, ce sont d'extrêmement fines gouttelettes qui peuvent rester en suspension dans l'air pendant beaucoup plus longtemps et se déplacer sur de plus grandes distances. Donc, dans ce cas-là, le mètre ne suffit plus, d'où toutes les dernières évolutions. En ce qui concerne la transmission indirecte, la transmission indirecte, c'est quand vous ne recevez pas directement des postillons ou des gouttelettes sur les mains ou sur le visage, c'est quand ça passe par une autre surface. Par exemple, quelqu'un tousse, va contaminer une surface, une table par exemple. Une deuxième personne arrive, met les mains sur cette table ou sur la poignée de porte, comme le visuel qu'on peut voir sur la diapo. Puis, dans un second temps, porte les mains qui sont à ce moment-là souillées des gouttelettes qui ont été déposées sur la surface. Et quand il porte donc les mains à sa bouche, c'est là qu'il se contamine en ingérant le virus qu'il avait sur les doigts. Donc voilà, deux modes de transmission avec du coup des moyens de protection qui seront différents à mettre en place pour se protéger de tout ça. Alors, Dr Oxenhandler, il y a toujours un petit temps de latence. J'ai deux questions qui viennent de tomber sur le chat. Je pense qu'on peut déjà y répondre. On me demande, du fait de cette membrane lipidique, est-ce qu'un détergent est suffisant? Si je peux me permettre, je vais répondre à cette question. Alors, parfois. Voilà, donc en fait, il faut un produit virucide qui
qui respecte la norme EN 476 de préférence. Nous avons sur le site internet de notre association AST35 un document qui peut peut-être vous renseigner, un document technique avec les différentes substances que doivent comporter un produit virucide. Parce qu'il faut savoir que tous ces produits n'ont pas forcément passé les tests de cette norme, mais pour autant, ils peuvent être utilisés. Voilà, je vais vous donner un exemple très classique. Des produits à base d'éthanol ou à base de javel sont des produits qui vont effectivement lutter contre cette membrane lipidique et désinfecter rapidement vos locaux. Après, j'ai une autre question. La transmission par aérosol, c'est-à-dire… Attends, je vais juste compléter. Oui. Attends, Erwan, alors je vais juste compléter par rapport au détergent. Oui, parfois un détergent est suffisant. Par exemple, quand vous vous lavez les mains consciencieusement avec du savon, c'est juste un détergent, ce n'est pas un désinfectant. Et pour autant, ça va suffire à tuer le virus sur vos mains. Mais c'est vrai que c'est des temps, des temps de pause qui sont bien plus longs et qui ne sont pas forcément adaptés à un usage rapide. Voilà. Alors après, le désinfectant a l'avantage d'être beaucoup plus rapide d'action. Et donc, méfiez-vous des produits étiquetés EN 14476. Il faut effectivement être vigilant au temps d'action nécessaire. Vous en avez qui seront utiles, mais à condition de les laisser poser 1 heure, ce qui ne correspond pas forcément à l'utilisation que vous voulez en avoir. Alors que l'alcool va agir en quelques secondes, enfin quasi immédiatement quand vous le posez sur la surface que vous voulez désinfecter. Alors, pour revenir sur la transmission par aérosol, très schématiquement, quand vous toussez, quand vous éternuez, quand vous postillonnez, quand vous parlez en face de quelqu'un ou vous vous mettez à rire, va y avoir des gouttelettes de salive qui seront contaminées de virus, si vous êtes porteur du virus, et qui vont arriver sur la personne que vous avez en face de vous ou qui vont arriver sur la table que vous avez sous vous si vous êtes installé à une table. Par contre, les aérosols, ce sont donc des gouttelettes très très fines qui restent en suspension dans l'air. C'est ça, cette notion d'aérosol. C'est un peu comme quand vous, je sais pas, si vous mettez un désodorisant dans les toilettes, vous allez avoir des grosses gouttelettes qui vont tomber au sol, mais aussi plein de petites particules qui vont rester en suspension pendant un certain temps. Et c'est cette notion d'aérosol qui est plus difficile à maîtriser, puisque c'est quelque chose qui peut se propager à distance. Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est là que le port de masque est utile, puisque le port du masque évite cette dispersion non seulement de grosses gouttelettes, mais aussi d'aérosols, et vous évite également d'en respirer en retour. Alors, on a une autre question sur alors, pour un commerce avec beaucoup de flux, effectivement, l'alcool ménager. La désinfection. Alors, je vais répondre rapidement. Après, c'est vrai que c'est pas le principe de la mise à jour du délai, mais c'est vrai que ce sont des notions importantes. Oui, il est préférable, si vous voulez une efficacité rapide, de passer des surfaces à l'alcool, ou en tout cas avec un désinfectant qui sera actif sur ce virus, qu'un détergent qui pourrait mettre du temps à agir, ou qu'un autre désinfectant qui pourrait aussi mettre du temps à agir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier sur les produits que vous utilisez quel est le temps de contact nécessaire pour avoir une activité viricide. Je vous propose de reprendre Et l'alcool ménager, à partir du moment où il y a plus de 70%, c'est bon. On va reprendre la présentation. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les portes d'entrée du virus dans l'organisme? Alors, avant tout respiratoire, mais également oculaire et orale. Donc, les muqueuses que vous pouvez avoir sur le visage. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'une peau saine, alors une peau saine, ça veut dire une peau qui n'a pas de lésion, c'est-à-dire pas de coupure, pas de plaques d'eczéma, pas de choses comme ça. Donc, une peau saine, ce n'est pas une barrière franchissable pour le virus. Donc, si vous mettez les mains sur une surface contaminée, ce n'est pas par vos mains que vous allez attraper le virus, c'est parce que vous allez ensuite, dans un deuxième temps, porter les mains aux muqueuses, donc à la bouche, ou au nez, ou aux yeux. Et il est nécessaire d'avoir une certaine quantité de virus. C'est à partir de certaines concentrations de virus, voilà, je suis incapable de vous donner les chiffres ni de vous traduire ça dans la vie courante, mais il faut qu'il y ait une certaine quantité de virus pour que vous puissiez l'attraper. S'il y a une très très petite quantité de virus ou s'il y a du virus incomplet, vous ne serez pas contaminé. Alors c'est vrai que la difficulté, c'est que sans faire attention, on porte très souvent la main aux yeux, on les frotte, soit parce qu'on a une fatigue oculaire parce qu'on travaille sur écran, soit parce que ça démange, ou etc. Et on touche assez machinalement notre visage, alors en moyenne a priori jusqu'à 23 fois par heure, voire plus. Donc une des précautions à se contaminer, c'est vraiment d'éviter au maximum de se toucher le visage
d'où l'intérêt des masques une fois de plus. Et de l'hygiène des mains, puisque du coup, vous allez débarrasser vos mains du virus et vous porterez des mains non contaminantes au visage. Alors, on vous a fait une comparaison en fait, entre les chiffres clés qu'on pouvait trouver en France au 21 juillet, donc il y a un tout petit peu plus de 2 mois, et à hier au 23 septembre. Alors, vous pouvez constater que le nombre de cas confirmés a nettement augmenté, hein, puisqu'on est passé de 177 000 à 481 000 cas confirmés en France, avec une augmentation du nombre de cas sur les dernières 24 heures, puisque sur les dernières 24 heures, à aujourd'hui, on a 13 072 nouveaux cas, hein, par rapport à 584 nouveaux cas en juillet. Donc effectivement, là, on peut dire que ça reprend de plus belle. Un taux de positivité au test qui est aussi bien augmenté, puisqu'on est passé de 1,2 à 6,2%. Un nombre de clusters qui a vraiment augmenté. Alors, c'est vrai qu'on les repère beaucoup mieux maintenant, mais on est quand même passé de 114 à 1039 clusters. Les clusters, en fait, c'est quand il y a un groupe de plus de 3 personnes, hein, sur une même population, sur un même groupe. Enfin, quand il y a plus de 3 cas sur un même groupe. Et à ce moment-là, c'est l'ARS qui prend tout ça en charge. Bien heureusement, le nombre de décès n'a pas augmenté de façon proportionnelle, hein, puisqu'on est passé de 30 165 décès à 31 459 décès. Donc, on a plus de cas, mais avec des formes moins graves et moins de décès. Là, on a quand même un taux d'hospitalisation, enfin, un nombre d'hospitalisations sur les 7 derniers jours de 4 244, donc c'est tout de même important, et dont 675 en réanimation. Donc, il faut continuer vraiment à être vigilant sur cette pandémie, avec 90 départements qui sont désormais en situation de vulnérabilité modérée ou élevée, donc 90 départements où le virus circule beaucoup. Hein, donc il faut encore continuer et voire même renforcer les efforts qui sont déjà faits sur la prévention, puisque c'est vraiment la seule façon de nous protéger de ce virus. Alors, on vous a remis une petite carte. Donc, vous voyez que les chiffres, donc ça, c'est le taux d'incidence pour 100 000 habitants qui détermine les différents niveaux qui sont après repris dans les annexes du protocole national pour savoir si on peut éventuellement, de façon tout à fait temporaire, ne pas porter le masque. Donc, au niveau de l'Ille-et-Vilaine, on est passé à 106,8, donc on est au niveau 1, hein, le niveau rouge, puisqu'on est supérieur à 50. Le Morbihan est à 49,5, donc est quand même pas loin de passer aussi dans la zone supérieure à 50. Et les 2 autres départements sont un petit peu moins préoccupants. Pour autant, voilà, continuons à être vigilants. Donc, ce taux d'incidence, ça représente le nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués par un prélèvement PCR. Donc, vous savez, les prélèvements qu'on fait au niveau du nez. Un petit rappel sur les gestes barrières, maintenant vous devez les connaître par cœur. Donc se laver régulièrement les mains, soit au savon avec un lavage minutieux d'au moins 30 secondes, soit utiliser une solution hydroalcoolique qui a un effet rapide. Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir pour éviter de projeter des gouttelettes partout ou pour éviter de s'en mettre sur les mains et d'ensuite les propager sur les surfaces. Se moucher dans des mouchoirs à usage unique puis les jeter pour éviter d'avoir une concentration de virus qui reste au fond d'une poche. Éviter de se toucher le visage alors que c'est mécanique, hein, on l'a vu. Respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Alors, au moins 1 mètre avec les autres, hein, il faut savoir qu'il y a d'autres pays qui ont retenu plutôt la distance d'1,50 m, voire 2 mètres. Saluer sans se serrer la main, puisque là, on peut transmettre le virus par contact manuporté. Arrêter les embrassades, bien évidemment. Et en complément de tous ces gestes, porter un masque. Mais porter un masque n'exonère pas de tous les autres gestes. Il faut en avoir conscience. Voilà, donc on va laisser la parole à Laurence. Je vais donc passer le relais à notre collègue Laurence Martin. Tout à fait, c'est moi-même. Alors, du coup, effectivement, donc, la prévention, il faut absolument donc, voilà, s'y atteler. Les intérêts sont multiples et sont nombreux. Les enjeux sont divers. Il y a des enjeux humains, des enjeux commerciaux, des enjeux bien évidemment juridiques.
sociaux et économiques. Et si on s'intéresse un petit peu plus particulièrement à chacun d'entre eux, donc s'agissant des enjeux humains, donc forcément, hein, l'objectif est de protéger la santé physique et mentale donc, de l'employeur et de ses salariés. Là, effectivement, c'est important donc, de mentionner les deux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que désormais, donc, le SARS-CoV-2 est désormais inscrit donc, justement sur la liste des agents biologiques alors, de groupe 3, c'est-à-dire, donc, alors là, vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises hein, au niveau donc, médical et prévention, mais en gros, c'est un agent biologique qui est susceptible de provoquer une maladie grave chez l'homme et qui constitue un danger sérieux. Ça, c'est au niveau donc, ici européen, donc effectivement, logiquement, ça ne devrait pas tarder au niveau donc, national à être transposé. Tout ça pour dire quoi? C'est-à-dire que du coup, on reconnaît donc, la gravité donc, de ce virus et on le reconnaît d'autant plus que désormais, donc la semaine dernière, sont sortis, il y a même 15 jours maintenant, sont sortis donc, les tableaux de reconnaissance de maladies professionnelles, justement donc ici des infections donc, découlant du Covid. Donc il y a quand même donc, voilà, des enjeux humains qui sont petit à petit reconnus. D'abord agent biologique, après peut être reconnu sous certaines conditions en maladie professionnelle. On le voit bien donc ici à ce niveau-là. Il y a des enjeux commerciaux, donc notamment en termes d'image hein, pour l'entreprise. Et là, il faut vraiment donc ici y attacher de l'importance. On l'a vu dès le mois d'avril. Bon, il y a eu surtout l'arrêt Amazon hein, qui a fait l'objet d'une forte communication, mais on a donc des entreprises qui ont dû cesser tout ou partie de leur activité parce qu'un juge a considéré à un moment donné que les mesures qui allaient être prises, qui ont été prises par l'employeur n'étaient pas suffisantes, que les représentants du personnel n'avaient pas été suffisamment associés, que le document unique, justement, n'avait pas été suffisamment actualisé. Donc, il y a un réel enjeu commercial. Des enjeux juridiques, bien évidemment, on va le voir tout à l'heure, donc avec l'obligation de sécurité qui est à la charge donc, de l'employeur, mais également du salarié. J'y reviendrai par la suite. Les enjeux sociaux, parce que donc, le Covid, c'est aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier l'après-Covid. Hein, j'espère bien voilà, qu'il va arriver rapidement, cet après-Covid. Mais en tout cas, donc, forcément, en termes d'attractivité donc, et de fidélisation donc, des salariés, votre réaction d'aujourd'hui va contribuer à fidéliser vos collaborateurs après. Et les enjeux économiques, alors immédiats en termes de performance et de compétitivité, forcément, donc ici, les mesures de prévention vont nécessairement contribuer à diminuer donc ici l'absentéisme en entreprise et donc forcément donc, va permettre de limiter donc ici les perturbations de l'organisation de l'entreprise. Donc voilà, ces facteurs donc ici les enjeux sont multiples, donc non pas pour vous faire peur, mais pour vous comprendre l'intérêt de cette prévention. Alors justement, donc, par rapport à l'obligation de sécurité, donc par rapport à l'obligation de sécurité, les acteurs de cette obligation de sécurité, bien évidemment, donc, le point de départ reste l'employeur. Hein, vous êtes responsable, vous devez prendre les mesures nécessaires hein, pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Hein, c'est noté donc, ici dans le Code du travail. Là, c'est important. Et en plus, parmi donc, les principes généraux de prévention, la première, donc, en tout cas, un des premiers principes, c'est justement la nécessité d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Donc là, on le voit bien, hein, donc le Covid, malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Donc, il faut effectivement donc, évaluer ce risque et d'où la nécessité de la mise à jour de ce document unique d'évaluation des risques, d'où effectivement tout l'intérêt et l'opportunité de ce webinaire, étant donné que voilà, le Covid, donc la crise sanitaire, a entraîné un changement de circonstances qui exige cette mise à jour. Pour revenir à l'obligation de sécurité par rapport aux employeurs, donc effectivement, donc on va avoir des actions de prévention des risques professionnels, ce qui va être développé par la suite par Erwan, des actions d'information et de formation, et ça c'est très très important parce que comme il est noté sur cette diapo, certes donc ici l'employeur est responsable, mais également le salarié de la sécurité est bien l'affaire de tous, tout le monde a sa part de responsabilité, mais encore faut-il en fait que le salarié ait les moyens, qu'il soit informé, qu'il soit formé. Donc, effectivement, l'information et la formation que vous allez faire au bénéfice de vos collaborateurs donc, a son rôle à jouer sur le sujet.
et la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés, notamment donc ici en respect du protocole qu'on abordera donc par la suite. Donc voilà, effectivement, la sécurité est l'affaire de tous et ça, j'insiste bien, mais pour cela, il faut communiquer à l'égard de vos collaborateurs. C'est vraiment sur la base des instructions que vous allez leur donner que vous allez pouvoir leur rappeler qu'eux-mêmes ont une obligation de sécurité. Alors, cette obligation de sécurité, ce n'est pas une obligation donc ici de résultat. Alors, c'est quand même très important et en même temps, heureusement, parce que donc, en tant qu'employeur ou représentant de l'employeur, vous ne pouvez pas non plus garantir l'absence de toute exposition au risque. Heureusement, la jurisprudence a quand même fortement évolué depuis 2015 sur le sujet pour bien prendre en compte que, voilà, à la limite, c'est même contre-productif une obligation de résultat parce qu'il suffit que l'accident survienne pour que la responsabilité puisse être engagée. Là, non. En fait, il faut vraiment y mettre donc ici tous les moyens. C'est là où, du coup, j'insiste, c'est vraiment cette démarche maximaliste qui va vous permettre de limiter les risques de contentieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif, la mission de l'employeur, en fait, dans le cadre de l'entreprise, c'est vraiment d'éviter au maximum, donc ici, le risque. Et lorsqu'il ne peut pas être évité, il faut l'évaluer régulièrement. Donc, d'où aussi, justement, on l'a bien vu avec le Covid, au fur et à mesure des connaissances scientifiques et médicales, on a imposé de nouvelles, en tout cas recommandé de nouvelles mesures. Donc, il faut bien évaluer au fur et à mesure des recommandations sanitaires et gouvernementales pour ensuite prendre toutes les mesures qui vont être utiles finalement pour protéger la sécurité et la santé donc ici du salarié. Donc, pour pouvoir, alors si on est vraiment très froid sur le sujet, pour pouvoir en fait vous exonérer de votre responsabilité en tant qu'employeur, en fait vous devez démontrer que vous avez mis en œuvre toutes les mesures utiles, toutes les mesures de prévention utiles. C'est d'ailleurs pour ça quand on va aborder donc, le protocole, ce n'est pas forcément donc ce qui sera évoqué par Erwan par la suite. Ce ne sont pas des mesures qui sont toutes à caractère réglementaire, c'est-à-dire que vous n'allez pas être sanctionné dans l'immédiat. Mais par contre, le fait de ne pas les respecter fait que votre responsabilité au titre de l'obligation de sécurité pourra être engagée. Alors effectivement, venons à l'essentiel. Quels sont les outils qui sont à votre disposition? Ce n'est pas le tout de vous dire que vous avez des responsabilités, il faut savoir comment justement donc ici la satisfaire. Donc bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure, le document unique d'évaluation des risques reste donc ici le premier document à mon sens à mettre donc ici donc à jour, à réévaluer. Donc ça, Erwan donc, va pouvoir revenir là-dessus par la suite. Après, il n'y a pas que le document unique. Pendant donc ici le confinement, il y avait bien évidemment le plan de continuité d'activité. Par la suite, le plan de reprise d'activité, le plan de prévention, notamment lorsqu'il y a une coactivité au sein d'un même bâtiment ou d'un chantier. Le règlement intérieur et les notes donc ici qui sont donc annexées. Là-dessus, n'oubliez pas que lorsque l'urgence le justifie, je pense que c'est ça a été le cas ces derniers mois, vous avez la possibilité de donner une application immédiate en fait à l'ensemble des mesures que vous prenez. La seule condition, c'est par contre d'informer directement et en parallèle vos représentants du personnel, votre CSE et l'inspection du travail. Il n'y a pas forcément ce délai d'un mois, vous savez, qui est applicable pour le règlement intérieur avant l'entrée en vigueur des mesures. Là, l'urgence justifie effectivement l'entrée en vigueur immédiate des mesures que vous allez prendre. Le CSE et bien sûr la CSSCT, forcément, ça reste donc ici un acteur primordial. Erwan revient dessus par la suite. Juste effectivement, s'agissant du document unique d'évaluation des risques, logiquement, il n'y a pas de consultation à proprement parler prévue par le Code du travail. Mais on l'a bien vu, les juges donc ici insistent sur l'association des représentants du personnel. Et en plus, ça contribue forcément à faciliter la communication en interne, l'information. Donc du coup, il n'y a que voilà, il faut donc forcément les associer. On a également le référent Covid, je vais revenir dessus par la suite. Et bien évidemment, les services donc, de santé au travail qui ont eu pour mission, qui a été rappelée d'ailleurs pendant le confinement, la mission de bien appuyer et de conseiller, de continuer à conseiller et accompagner les employeurs et les salariés pendant toute cette période assez spécifique.
Alors, par rapport au référent Covid, alors le référent Covid, c'est vrai que du coup, c'est une nouvelle personne en tant que telle. En tout cas, on a commencé à en entendre parler donc, juste donc, en préparation donc, du déconfinement. C'est alors, c'est issu d'une recommandation. Là, c'est pareil, il n'y a pas de texte réglementaire à proprement parler qui oblige donc, la désignation d'un référent Covid. Ça relève des recommandations, tout en sachant que, comme on vous le rappelle en bas de cette diapo, depuis 2012, vous avez l'obligation, tout employeur a l'obligation de désigner un référent santé-sécurité au travail en interne, en propre à son entreprise. Donc, même si le référent intitulé Covid est nouveau et issu d'une recommandation. Pour autant, de toute façon, le référent santé sécurité au travail, lui, est une obligation réglementaire qui n'est pas nouvelle, étant donné qu'elle est en vigueur depuis 2012. Alors, pour revenir au référent Covid, il a des missions bien particulières, s'assurer de la mise en œuvre des mesures qui ont été définies donc, par chacune des directions, donc, par la direction au sein des entreprises, d'informer donc ici les salariés. Donc, on voit toujours cette mention donc d'information, de communication à l'égard des collaborateurs et de faciliter l'identification des contacts en cas de Covid confirmé. Donc là, c'est par le contact tracing. On y revient par la suite. Ce qui est important donc, pour que le référent puisse jouer toutes ces missions, c'est vraiment qu'il ait les moyens nécessaires. Et la première des choses, c'est effectivement de communiquer donc, son identité et sa mission à l'ensemble des salariés. Parce que logiquement, ça doit être la personne référente lorsqu'il y a une problématique liée au Covid qui puisse renseigner les collaborateurs, rappeler donc ici justement les process que vous avez mis éventuellement en place en interne. Donc pareil, en tout état de cause, donc forcément, cette désignation donc, va contribuer à satisfaire à votre obligation de sécurité. Et au-delà de ça, en plus, si vous voulez vous prévaloir, donc bien sûr sous réserve de réunir les conditions, si vous voulez vous prévaloir des possibilités de dérogation au port du masque, une des conditions, c'est notamment d'avoir désigné un référent Covid, d'où l'importance. Alors, pour revenir au document unique d'évaluation, donc ici des risques, juste donc ici un rappel, mais je pense que là je ne vous apprends rien, c'est que ce document unique doit être mis à jour au moins une fois par an. Voilà, une fois par an, il doit permettre une analyse des risques, notamment suite à un accident de travail, une maladie professionnelle ou un incident. Et là, en fait, où on voit le lien direct avec ce contexte sanitaire donc, actuel, c'est justement lié donc, à l'évolution réglementaire, au fait que du coup, on va prendre des décisions d'aménagement donc modifiant donc, les conditions de travail et de sécurité. Erwan va revenir là-dessus. Effectivement, dans les préconisations, il y a des aménagements en termes de conditions de travail pour voilà, permettre donc, ici de diminuer le risque. Et parce qu'effectivement, il y a également une information donc, supplémentaire à faire qui est nécessaire pour bien évaluer donc, ici ce risque. Donc voilà, vous avez ces trois éléments donc, qui vous montrent entre guillemets une sorte d'alerte rouge comme quoi votre document unique, vous devez donc automatiquement le mettre à jour. Merci Laurence. Je te laisse la parole, Erwan. Oui, on a juste une question concernant le référent Covid. Ce référent Covid peut-il être Ah le oui, bien gérant sûr. d'une petite entreprise? Oui. Alors, c'est effectivement tout à fait bien. Merci de cette question parce qu'effectivement, donc le référent Covid peut tout à fait être le gérant pour une toute petite. Non, on précise pour une petite entreprise. Alors, effectivement, par contre, ils n'ont pas défini ce qui était effectivement une petite entreprise. Moi, j'ai tendance à considérer qu'une manière générale, moins de 20 salariés, effectivement, le gérant, donc ici, peut être, donc ici, le référent. Il y en a qui vont aller jusqu'à 50. Donc après, voilà. En tout cas, pour moi, moins de 20 salariés, il n'y a aucune difficulté que ce soit le gérant. Il y en a qui vont aller jusqu'à 50 salariés. Voilà, bah merci Laurence. Il y a aussi une question, mais on va pouvoir y répondre par la suite sur le document unique et sa mise à jour annuelle. Sur quel support on doit le conserver. Voilà, donc on va pouvoir revenir sur cette question. Alors, par rapport donc à tous ces aspects que Laurence vient de nous présenter, ça permet de faire une petite synthèse et de se rappeler les objectifs premiers de notre document unique, de sa mise à jour. L'objectif, c'est de formaliser sa réflexion.
Voilà, vous avez réfléchi, vous avez été amené à réfléchir rapidement sur vos actions de prévention en entreprise pour les adapter. Et donc, l'idée du document unique, c'est de l'écrire. Voilà. Ce document unique d'évaluation des risques, il est obligatoire depuis novembre 2001, donc ça ne date pas d'hier. Et il faut savoir que ce document unique, il doit être à disposition de vos salariés depuis 2008. C'est-à-dire que vous devez trouver le support adéquat, l'informatique, le papier, ou d'autres formes. Ça peut être aussi une information par un tableau d'affichage où le salarié va pouvoir prendre connaissance du document unique et de son plan d'action. Voilà. Donc, les objectifs… Je te coupe une seconde. Oui, quelqu'un? Oui, Laurence? On a 2 questions dans le chat par rapport au DU. D'accord. Quelqu'un demande si le DU mis à jour une fois par an doit être imprimé dans sa totalité chaque année ou s'il n'y a aucune modification, est-ce que seul un PDF suffit, pour une TPE notamment. Et quelqu'un d'autre demande si la jurisprudence récente permet de s'exonérer de la mise à jour du DUERP. Alors, pour la première question, je dirais que le document unique, effectivement, doit être à jour, être mis à jour chaque année. Hein, on l'a bien compris. Derrière ça, il faut entendre qu'il y a, derrière cette évaluation, hein, ce recensement des risques, il y a un plan d'action. Et donc, que vous serez amené à mettre à jour ce plan d'action. Donc, effectivement, il y aura bien entendu des modifications à apporter. Vous aurez mis en place des informations, des investissements matériels pour améliorer les conditions de travail et sécuriser les conditions de travail de vos collaborateurs. Donc, il faut bien entendre ça. Voilà, faut bien entendre par document unique la mise à jour. Et donc, il faudra peut-être dater les actions pour tracer ce que vous avez fait comme effort tout au long de l'année sur la question de la sécurité, de la santé au travail dans votre entreprise. Voilà. Après, le support, vous pourrez effectivement garder un format PDF pour le mettre à disposition de vos salariés, mais vous pouvez aussi le mettre sous autre format. Alors voilà, l'important c'est que ce format doit être pas modifiable par vos salariés, mais doit être juste consultable. Voilà, à vous de voir quel est le support le plus adéquat pour partager l'information avec vos salariés. Ça peut être aussi, ça peut faire l'objet aussi d'une réunion d'information et de consultation autour d'une table avec vos salariés pour discuter et échanger sur les actions de prévention à venir ou à mettre en place dans votre entreprise. Voilà. Sur la question de la jurisprudence récente qui permet de s'exonérer de la mise à jour du document unique, là je vais plutôt passer la main à ma collègue Laurence. Est-ce que tu as une information à apporter ? Après, il faut faire attention à toutes ces jurisprudences en ce moment, effectivement, hein, qui sont très nombreuses depuis le mois d'avril. Bon, c'est beaucoup de jurisprudence, on va dire, de fond, ce que nous, on appelle de fond, donc en gros des tribunaux judiciaires et cours d'appel. On n'a pas, donc, il faut faire attention parce que ce sont des appréciations, donc ici, dans une situation donnée. Moi, je ne me permettrai certainement pas de les mettre en avant lorsqu'elles vous disent que vous pouvez vous exonérer d'une mise à jour du document unique. Je ne peux pas en fait vous le conseiller. Il y a certainement effectivement des arrêts, des décisions de tribunaux judiciaires qui vont à un moment donné considérer que l'employeur a mis des moyens et des mesures à un moment donné, qu'il y avait bien associé le CSE et qu'à la limite il était dans l'attente donc ici de sa mise à jour. Pour autant, c'est pas pour autant que ça vous exonère de la mise à jour du DU. Donc, il faut vraiment, voilà, toutes ces jurisprudences, alors c'est vrai que c'est très intéressant de les avoir sous le coude lorsque vous avez un contentieux pour dire, vous voyez, là, voilà, finalement, on a une décision qui nous dit qu'on pouvait s'en exonérer. Mais alors, attention, pas de généralité sur des situations vraiment de cas, entre guillemets, des situations voilà, isolées,
je ne pourrais pas vous conseiller de vous exonérer de cette mise à jour du DU, d'autant plus généralement si à l'avenir on a du contentieux, parce que c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui c'est complètement flou, on ne peut pas savoir quel sera notre contentieux. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de optimiser et de mettre vraiment tous les moyens nécessaires. Depuis le mois d'avril, vous avez les informations de part et d'autre, comme quoi il faut mettre donc ici à jour ce document unique. Donc, vous ne pouvez pas ignorer la nécessité de le mettre à jour. Et donc, forcément, si à un moment donné, il y a un accident, etc., ce sera quelque chose qui pourra, un accident ou une maladie pro qui serait contractée par l'avenir, ce seront des choses qui seront en votre défaveur. Donc, moi, en tout cas, je ne vous conseillerais pas de vous appuyer sur quelques jurisprudences isolées pour vous exonérer de cette mise à jour. Très bien, merci Laurence. Pour répondre à Aline sur la question du DU égale registre unique des résultats de l'évaluation des risques, oui, ça peut être un registre Exacompta comme vous le signifiez ici. Le législateur n'a pas créé de modèle unique sur ce document unique. Voilà, il existe plein de méthodes pour le faire. Il n'existe pas de CERFA. Il existe effectivement des registres qui sont proposés à vos entreprises. Bien entendu, ce registre Exacompta permet de répondre à votre obligation de document unique, quel qu'il soit. Je dirais le support, que ça soit une feuille écrit au crayon papier ou un beau tableur Excel, l'intérêt, c'est de voir derrière les actions que vous avez réalisées et la mise en valeur des différentes actions de prévention que vous avez pu mettre en entreprise. Voilà, vraiment, c'est de pouvoir prouver par écrit que votre entreprise travaille en sécurité et met le plus possible, en fonction effectivement du point de vue économique et technique, les actions de prévention en entreprise. Alors, avec qui vous allez le mettre en place? On a déjà plus ou moins répondu à pas mal de ces questions. Effectivement, le référent Covid est un acteur privilégié par rapport à la question de cette maladie, la Covid-19. Alors, il devra effectivement faire l'interface entre tous les salariés sur la mise en œuvre des actions de prévention sur ce risque biologique qui n'est pas un risque inhérent à votre activité. Vous le subissez, le risque inhérent à l'activité, ça pourrait être encore dans un service hospitalier où effectivement ils sont là pour soigner des malades qui sont donc, je dirais, malades par ce virus, à cause de ce virus. Alors, vous allez bien entendu mettre autour de la table aussi les instances représentatives du personnel. Depuis le 1er janvier 2020, toute entreprise doit mettre en œuvre un comité social et économique et peut-être en fonction de la taille de l'entreprise, je crois que c'est 300, Laurence, tu me dis si je dis des bêtises, il y a une obligation de mettre une commission santé, sécurité au travail dans l'entreprise. Pour autant, en dessous de cet effectif, rien ne vous oblige à la mettre en œuvre. Et vous pouvez avoir aussi, dans certaines entreprises, notamment les grosses entreprises qui ont plusieurs entités, plusieurs établissements, des représentants de proximité, parce que les élus, il n'y en aura pas dans tous vos services, dans toutes vos entités, dans tous vos établissements. Et donc, vous pouvez avoir, par ce biais, des représentants de proximité qui vont porter la parole du CSE sur ces questions-là. Les salariés au sens large, je vous disais tout à l'heure, créer votre document unique, c'est aussi et présenter votre bilan, votre choix de plan de prévention, c'est aussi réunir autour d'une table dans ou pendant un quart d'heure sécurité, ou voilà, quelle que soit la forme que vous allez employer, ou même sur votre chantier, c'est réunir vos salariés pour qu'ils soient au courant des actions que vous mettez en œuvre et surtout qu'ils soient acteurs aussi de ces choix. C'est-à-dire que si vous imposez des choses sans leur demander leur avis, c'est eux qui connaissent le travail, c'est eux qui connaissent les contraintes de leur travail, et ça sera beaucoup mieux accepté si derrière il y a une analyse de leur tâche de travail pour pouvoir adapter les mesures de prévention.
Alors, n'oubliez pas non plus le service de santé au travail, et notamment le médecin, qui est votre premier conseiller, le médecin du travail, qui est votre premier conseiller en entreprise, et il se fera aider de l'équipe pluridisciplinaire qui gravite autour de ce médecin du travail aujourd'hui. C'est la raison pourquoi on s'appelle aujourd'hui des services de santé au travail et non pas la médecine du travail, comme vous avez pu l'entendre pendant plusieurs années. Je dirais même, et on aurait pu le noter, vous pouvez aussi vous renseigner auprès de nos collègues de la CARSAT. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des collègues de l'inspection du travail qui ont un rôle aussi de conseil et dans ce cadre de la prévention des risques professionnels. Alors, si on vous apporte un petit point sur la méthodologie, au sens large, le document unique d'évaluation des risques, c'est une démarche qualité dans votre entreprise, c'est une démarche d'amélioration continue. Il n'est jamais terminé, ce document unique, il doit toujours évoluer, il doit toujours être mis à jour, et c'est pour cela qu'il changera d'année en année obligatoirement, parce que vous aurez mis en place des choses. Vous aurez peut-être renouvelé des choses, vous aurez peut-être renouvelé des EPI, vous aurez peut-être remis à jour les contrôles qui sont obligatoires dans votre structure, mais vous n'aurez peut-être qu'une date à changer parce que vous avez un contrat et un prestataire qui travaille pour vous, mais ce document unique, à un moment donné, vous devez vous y arrêter pour regarder ce qui a évolué. Alors là, aujourd'hui, on est bien dans le cadre de la mise à jour. On va pas prendre ces démarches-là de préparation, de recensement, d'évaluation, de maîtrise. Là, je peux vous proposer d'être accompagné, hein, et n'hésitez pas de revenir vers votre médecin du travail. Il existe dans nos services des acteurs de la prévention, des assistants prévention, des techniciens, des ingénieurs, et pourquoi pas des ergonomes ou des psychologues du travail sur d'autres questions qui peuvent vous accompagner, hein, sur ces démarches. Alors, juste la notion de méthodologie, c'est bien l'idée de réaliser son document unique, c'est bien d'interroger le travail. Hein, restez pas seul dans votre bureau, allez au devant du travail, analysez les activités, échangez avec vos salariés pour faire des vrais constats, hein, des constats qui vont permettre d'avoir des actions de prévention opérationnelle du changement et une amélioration des conditions de travail. Hein, on vous a mis sur cette diapositive la différence entre le travail prescrit, ce que vous allez écrire sur une fiche de poste, et lorsque vous regardez ce qui est écrit sur la fiche de poste quand vous embauchez votre salarié et lorsque vous analysez ce qu'il fait sur le terrain ou dans l'atelier ou dans son bureau, vous allez voir qu'il y a souvent une grande différence, et c'est pour ça qu'il faut observer ce travail réel. Voilà, donc la méthodologie au sens large, elle a un intérêt d'identifier les situations à risque dans votre entreprise. Si on parle plus précisément du Covid, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ce risque biologique, comme Laurence vous l'a identifié tout à l'heure, il va mettre en œuvre d'autres situations à risque, notamment les risques chimiques, les risques liés aux risques psychosociaux dans votre entreprise. Je vous propose de revenir tout à l'heure un petit peu plus précisément, hein, sur ces questions-là lorsque je vais vous présenter l'outil. Un outil qui vous permettra de vous en inspirer ou de l'utiliser. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est de décrire les mesures mises en œuvre dans vos entreprises pour diminuer les situations, un potentiel d'exposition ou de transmission du virus. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour éviter, hein, de se transmettre le virus dans l'entreprise? Alors, une notion de définition très, très rapidement, mais je vais vous prendre la voiture dans mon garage. J'ai souvent cette habitude. La voiture dans mon garage, lorsqu'elle est dans mon garage, c'est un danger, mais j'y touche pas. Donc, effectivement, ma voiture, elle présente un danger, mais je ne suis pas en danger lorsque je ne m'expose pas. Par contre, je suis salarié, je m'expose, et c'est là que je vais être obligé d'évaluer l'utilisation de ma voiture lorsque je vais aller sur la route. Voilà. Et bien heureusement, je prends mon véhicule tous les jours pour venir au travail.
je n'ai pas de problématique particulière parce que je suis un bon conducteur et ma voiture est en bon état, mais pour autant, il peut y avoir à un moment donné des erreurs humaines ou des erreurs techniques, la voiture peut être défaillante, qui va créer un dommage. Et le document unique, c'est vraiment essayer de prévoir tous ces scénarios qui peuvent être dommageables pour les biens et les personnes dans votre entreprise. Si maintenant, je prends l'exemple du risque biologique, hein, ce fameux virus SARS-CoV-2, hein, le virus en lien avec cette maladie, la Covid-19, il serait resté en Chine, tout allait bien. Voilà, hein, comme beaucoup ont dit, c'est un virus, il est parti de Chine, il n'arrivera jamais chez nous. Voilà. Et malheureusement, il a passé toutes les frontières, il est arrivé chez nous et vos salariés sont confrontés à ce risque biologique et donc à ce risque sanitaire. Et donc derrière, à vous d'évaluer les événements techniques et humains. Alors là, je vous ai donné l'exemple d'un événement humain, c'est-à-dire le non-respect des gestes barrières. On voit bien qu'on a une grande différence entre le respect en entreprise de ces gestes et le respect dans la vie citoyenne. Et donc, il faut avoir conscience, au-delà de l'entreprise aussi, que cette maladie peut être dangereuse pour notre santé. Voilà. Voici un peu la définition telle qu'on peut avoir comme les éléments importants dans le document unique d'évaluation des risques. Alors, quelle stratégie vous allez pouvoir adopter pour mettre à jour votre document unique? Alors, la stratégie la plus commune et celle qu'on vous conseillerait dans le commun des mortels, dans l'entreprise qui n'a pas, je dirais, le Covid comme un risque je dirais, inhérent à son activité, on vous propose de créer une annexe dédiée au Covid-19, dédiée à cette pandémie, où vous allez lister les situations à risque et les mesures de prévention que vous avez mis en œuvre pour y remédier, voilà, ou pour en tout cas lutter contre ce virus. Après, vous avez toute la possibilité, hein, si vous avez un document unique qui est déjà bien détaillé avec beaucoup d'unités de travail. Je vous rappelle qu'une unité de travail, c'est un ensemble de postes, un ensemble de personnes qui ont des risques similaires. Hein. Donc, si vous prenez le pôle administratif d'une entreprise, vous pouvez être comptable, vous pouvez être assistant RH. Pour autant, il y a probablement beaucoup de chances que vous ayez les mêmes risques parce que vous utilisez le même matériel et vous êtes dans les mêmes locaux. Voilà. Alors, voilà, vous allez plutôt utiliser donc, la deuxième méthode, la deuxième stratégie, c'est-à-dire intégrer les situations dangereuses dans chacune des unités de travail si vous avez véritablement des différences entre les postes de travail. Je vous donne l'exemple de mon centre hospitalier. Effectivement, si vous êtes médecin ou soignant au chevet du patient, Covid ou suspecté Covid, vous n'aurez pas la même gravité et la même fréquence d'exposition qu'une salariée ou un salarié qui serait présent dans ce centre hospitalier au niveau des services administratifs. Ça ne veut pas dire que cette personne au niveau des services administratifs n'encourt pas une contamination, mais par rapport à l'évaluation des risques, effectivement, vous n'aurez pas les mêmes moyens à adopter pour ces deux cas de figure. Voilà. Donc, pas de réponse idéale. Voilà, hein, on vous a donné notre avis. Hein. La plupart du temps, on conseille de faire une annexe qui est dédiée à ce Covid, hein, qui permettra d'y revenir. Malheureusement, si on a un jour une autre pandémie, avec peut-être un autre virus, sait-on jamais, vous pourrez effectivement ressortir votre plan d'action qui sera, je dirais, un peu rangé lorsque cette pandémie nous aura quittés. Mais ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Voilà. Donc l'objectif premier, hein, c'est d'écrire l'histoire du Covid-19, hein, de cette maladie, la Covid-19, dans votre entreprise. Comment vous avez mis en œuvre la prévention pour pouvoir vous protéger et protéger vos salariés. Alors maintenant, si je vous propose de rentrer dans un outil, je vais juste sortir très rapidement de ce PowerPoint pour vous afficher le fichier Excel. Vous le recevrez par mail au même titre que le PowerPoint que nous vous présentons.
Alors, ce fichier Excel, vous pourrez aussi le télécharger sur notre site internet. Vous aurez un lien de téléchargement en version vierge. Voilà, parce que là, on a fait une petite unité de travail Covid qui n'est pas complète, qui représente sûrement pas l'activité de votre entreprise, mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a un risque biologique, mais aussi d'autres risques. Vous voyez donc ce document unique, il se constitue d'une première page avec l'ensemble des unités de travail, le nom de votre entreprise. Vous aurez une matrice avec effectivement des facteurs, des critères d'évaluation. Donc, on vous proposera d'évaluer vos situations à risque d'un point de vue gravité. On vous propose ici de le faire de 1 à 4. Si vous êtes de 10 à 40 ou de 1 à 1000, c'est la même chose. Ne soyez pas paniqués. Il n'y a pas de… Notre règle n'est pas la règle commune. Il existe plusieurs méthodologies possibles. Vous aurez en soi les définitions de la notion de gravité faible jusqu'à la définition de la gravité très grave. Si on part du principe pour la Covid-19, ce virus, cette contamination, moi je vous conseille effectivement de le coter sur une gravité la plus importante, parce qu'effectivement aujourd'hui on est en pandémie, même avec toute la prévention que vous mettez en œuvre, le risque zéro n'existe pas, et donc ça doit être des actions qui vont arriver en priorité dans votre plan d'action. Vous aurez ici aussi la possibilité de coter vos risques par rapport à la fréquence d'exposition. Aujourd'hui, pour le Covid, effectivement, on peut parler de fréquence permanente. On est aujourd'hui obligé de porter le masque de façon permanente au travail. On répondra tout à l'heure à vos questions sur la question de à quel moment je peux retirer le masque et en fonction du niveau auquel j'appartiens par rapport au taux d'incidence qui est déterminé sur Santé publique France, est-ce que j'ai la possibilité ou pas d'enlever le masque. On reverra tous ces éléments avec le docteur Oksana Adler dans quelques minutes. Voilà, donc en fait, vous avez une matrice qui est une matrice très simple qui va vous permettre de coter et de répondre à votre obligation d'évaluation. Vous aurez la possibilité de rentrer des critères, et ça vous le découvrirez par vous-même, qui vous permettra de construire votre document unique. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que votre document unique doit être écrit avec vos mots. Donc c'est-à-dire que les situations dangereuses qu'on vous présente ici sur cette grille d'évaluation avec l'annexe Covid, elles doivent être représenter précisément vos activités. Voilà. Alors là, si on prend mon exemple pour ma petite entreprise, avec l'ensemble des postes, effectivement, on a une transmission par voie respiratoire, par aérosol, des gouttelettes projetées en toussant, en éternuant. Donc ça, vous devez effectivement expliquer cette situation à risque dans votre entreprise. En face de ça, vous êtes bien sûr assujetti à la classe de risque agent biologique. Je l'ai coté, comme je vous disais tout à l'heure, de façon très grave et de façon permanente. Et vous avez mis en œuvre des mesures de prévention. Là, je ne les ai pas détaillées parce que mon annexe aurait été trop grande, mais vous verrez tout à l'heure que dans l'annexe, le PowerPoint qu'on va vous proposer, vous allez avoir la possibilité de vous y référer pour choisir des actions de prévention que vous avez mis en œuvre ou pas dans votre entreprise. Là, je n'ai fait que rajouter un certain nombre de risques complémentaires inhérents à cette période Covid, notamment le télétravail. Vous avez pour beaucoup d'entreprises et les fonctions qui le permettent permis le télétravail pour éviter la contamination. Et ce télétravail, il doit s'accompagner de mesures de prévention pour éviter l'isolement, pour être bien installé au travail. Et donc, ça rentre sur d'autres familles de risques, comme les risques psychosociaux, mais aussi les postures pénibles. Vous devez mettre à la disposition de vos salariés un matériel qui permet de travailler de façon confortable. Voilà. Et autour de ça, aujourd'hui, vous avez utilisé… Laurence, oui. Vas-y. Oui, juste une petite question. C'est juste pour rebondir sur une question qui est posée en parallèle Oui. sur le chat et qui, à mon avis, est très
très opportune à ce moment-là Oui. par rapport au fait, donc ici, justement sur l'actualisation et la mise à jour des risques, on a la question qui revient assez fréquemment, je pense, sur jusqu'à aujourd'hui, je prends des mesures, notamment par rapport à certains produits ménagers qui sont toxiques, sauf que là, donc dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid plutôt, je dois utiliser certains produits qui finalement s'avèrent quand même toxiques, ou en tout cas plus toxiques. Et donc, effectivement, il y a une sorte de contradiction avec les mesures qu'on préconise aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait préconiser en dehors du contexte Covid. Donc, je pense que c'est là où justement on voit bien l'intérêt de l'actualisation parce qu'on est face à une nouveauté qui fait qu'on doit tempérer ce qu'on a pu mettre en place par le passé. En tout cas, mettre un peu entre parenthèses. Tout à fait. Je rejoins Sophie, hein, là, effectivement, dans son association d'aide ménagère, où probablement que des acteurs comme nous ont dû lui dire de ne pas utiliser la javel, parce que la javel apporte des risques, notamment des risques liés à des mélanges, hein, avec d'autres produits qui peuvent générer des gaz toxiques. Et pour autant, aujourd'hui, la contradiction fait qu'avec ce Covid, on va préconiser d'utiliser la javel parce qu'elle va lutter contre ce virus. Je comprends tout à fait et je rejoins ma collègue Laurence dans ce cadre de l'intérêt de mettre à jour et d'expliquer aussi aux salariés qui pourraient avoir des difficultés à comprendre. On a enlevé à un moment donné, on remet ce produit dans les règles de travail et donc derrière, ça doit s'accompagner d'une information, d'une formation pour bien encadrer ces situations liées à ces produits chimiques. Hein, voilà. Tout à fait. Merci Laurence de m'avoir coupé. C'est tout l'intérêt du chat. Après, Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre plusieurs produits, de la javel ou d'autres produits désinfectants qui correspondent à votre activité, mais qui sont moins toxiques ou moins dangereux. Choisissez le produit le moins dangereux. Il faut rester dans une gamme de produits efficaces, mais prenez quand même le moins dangereux des produits et le plus adapté à votre activité. voilà, les principes généraux de prévention, effectivement, utiliser les produits les moins dangereux si c'est possible. Voilà. Et attention aussi, hein, on n'y reviendra peut-être pas, mais attention, n'allez pas diminuer les protections que vous mettiez à disposition de vos salariés. On l'a vu à un moment donné, certaines entreprises tout au long de l'année utilisent des masques FFP3, des masques donc très filtrants pour les poussières. Et à un moment donné, en lien avec ce Covid, eh ben, ils se dédouanent d'utilisation de ces masques qui étaient bien prévus dans le cadre d'une situation à risque liée aux poussières de fer, aux poussières d'amiante ou autres, aux poussières de voilà. Et le masque masque chirurgical classique ou le masque non sanitaire que l'on va porter pour lutter contre ce Covid, bien sûr, n'est pas fait pour lutter contre ces situations à risque. Donc soyez bien vigilants aussi sur les actions de prévention que vous aviez mis en œuvre avant ce Covid. Voilà. Voilà, donc ça me permet de... Voilà, vous aurez hein, ce support, vous pourrez donc l'utiliser. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez utiliser cette méthode, parce que vous souhaitez remettre à jour complètement votre document unique d'un point de vue méthodologique, je vous le rappelle, on peut aussi vous accompagner dans l'utilisation de ces outils-là et dans l'identification de vos situations à risque, hein, bien entendu. Voilà. Alors, je vais remettre le support. Alors, ce support, il est là, il est derrière. Voilà. Hop. Alors, où est-ce qu'il est parti, mon support? Voilà. Tac. Voilà. Donc, si on doit maintenant réaliser notre plan d'action, ce qui est l'essentiel hein, du document unique, hein, et donc déterminer des mesures de prévention, moi je vous conseille d'axer vos mesures de prévention sur ces trois axes prépondérants, c'est-à-dire l'axe de ressources humaines, l'axe technique et l'axe organisationnel. C'est-à-dire que pour l'exemple du Covid, vous allez donner des masques, vous allez mettre à disposition des masques, mais autour de ça, vous devez apporter
Donc ça, c'est une ressource technique. Vous allez apporter un matériel à vos salariés, un équipement pour se protéger. Mais pour autant, cet équipement doit être accompagné d'une sensibilisation, d'une information, et là, on sera plutôt sur la ressource humaine, mais aussi sur une organisation et toute la logistique autour de ces masques-là. Donc, ça peut passer par le lavage, ça peut passer par le remplacement, effectivement, de ces masques. Voyez. Donc, il faut toujours avoir une idée, lorsqu'on met une action prévention en œuvre, avoir toujours cette idée dans la tête du triangle pour voir si on a bien répondu à toutes les questions. Alors maintenant, je vous propose, excusez-nous, les diapos ne sont pas très lisibles. L'important est que vous avez beaucoup d'informations dedans que vous allez pouvoir réutiliser pour mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques. On va commencer par l'axe de prévention, distanciation sociale. Alors quand on entend distanciation sociale, on peut aussi entendre distanciation physique. Alors, c'est les fameux 1 mètre, voire plus, de distanciation entre les personnes. Ça, c'est la distanciation liée aux gestes barrières. Pour autant, beaucoup d'entreprises ont mis en œuvre d'autres distanciations sociales. Le télétravail fait partie de cette distanciation. Vous avez organisé un télétravail, vous avez donné les moyens à vos salariés de travailler à domicile. Alors, vous avez ensuite, pour beaucoup, aménagé les horaires de travail parce que vous ne souhaitiez pas que tous les salariés arrivent au même moment dans vos vestiaires, dans vos locaux, pour pouvoir prendre le temps du nettoyage des mains, de la désinfection et puis le temps de l'habillage et du déshabillage en sécurité, en respectant ces règles de distanciation. Pour beaucoup d'entreprises, vous avez aussi proscrit, et normal, vous avez proscrit les réunions en présentiel pour les remplacer par des vidéoconférences comme celle-ci aujourd'hui ou par des contacts téléphoniques comme on a eu beaucoup pendant cette période Covid. Vous avez aussi mis à disposition des nouveaux moyens de communication. Vous avez appris à utiliser Zoom, mais d'autres moyens de visioconférence ou autres. Vous avez fléché. Alors, on a vu beaucoup d'entreprises qui ont accentué sur le fléchage, c'est-à-dire mis en place un flux de circulation dans les entreprises pour éviter que chacun puisse se croiser bêtement pour se contaminer dans les entreprises. Vous avez, pour beaucoup, acheté des barrières physiques, et notamment le fameux plexiglas, qui a été même en rupture à un moment donné, ce qui n'est plus le cas. Et vous avez aussi limité, et vous avez calculé une jauge par rapport à la jauge recommandée par le protocole de 4 mètres carrés par personne. Vous avez limité le nombre de personnes dans vos espaces de travail. Voilà un petit peu ce qu'on peut entendre très largement autour de la distanciation sociale. Après, vous avez remis au goût du jour les règles d'hygiène basiques qu'on avait probablement tous oubliées, le lavage des mains. Je ne me suis jamais autant lavé les mains depuis le Covid. Et donc, ce lavage de mains, effectivement, doit être inculqué. On doit reformer les gens au lavage des mains. Un bon lavage de mains, c'est un lavage de mains au savon avec de l'eau. Et on doit se frictionner les mains pendant 30 secondes pour casser, on va dire, ce virus-là, casser les fameuses couronnes autour de lipidiques autour de ce virus. Et donc casser cette enveloppe qui va rendre très fragile le virus. Vous avez inculqué, vous avez affiché à outrance, et nos médias nous ont permis de bien les connaître, ces gestes barrières, et vous avez mis à disposition des gels ou des solutions hydroalcooliques dans vos entreprises. Alors attention à ces gels et ces solutions hydroalcooliques. Il faut savoir que c'est des produits à base d'alcool à 70%, donc ce n'est pas un produit anodin. Il ne faut pas le laisser dans les véhicules, comme on a pu voir cet été, en plein soleil, mais il faut aussi être vigilant sur les postes de travail, notamment à côté de sources de température, de sources chaudes. Nous avons déploré
avec une utilisation un peu mal à outrance de ce gel, nous avons déploré des brûlures en entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut respecter aussi les doses prescrites, c'est-à-dire la noisette de gel hydroalcoolique qui suffit. Et donc, il faut frictionner la main jusqu'à l'évaporation totale de cet alcool. Voilà. Donc, voici ce que vous avez pu faire sur l'hygiène des mains et les gestes barrières. Vous avez bien entendu mis en œuvre et mis à disposition un certain nombre d'équipements de protection individuelle, notamment les masques, qui sont aujourd'hui obligatoires dans les espaces clos et collectifs. Et on reviendra sur les dérogations tout à l'heure possibles. Vous avez aussi mis à disposition des visières ou des lunettes pour se protéger, pour protéger notre visage ou nos yeux. Effectivement, c'est pas comme vous a dit le docteur Roxane Adler en début de présentation, c'est pas la voie principale, mais ça peut être une entrée, une porte d'entrée du virus dans notre corps. Voilà. Je n'ai pas parlé des gants, mais dans certaines activités, ils sont nécessaires, mais je dirais dans certaines activités uniquement. Pourquoi? Parce que le gant peut être vite une fausse protection, parce que le virus va tenir aussi bien sur le gant que sur la main, et donc il vaut mieux se laver plus fréquemment les mains que d'utiliser des gants qui sont pour beaucoup une fausse protection. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement bannir le gant de vos activités. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui parlait de l'aide à domicile chez les personnes âgées ou aide ménagère. Effectivement, beaucoup d'activités nécessitent ce port du gant. Mais quand vous portez un gant, lavez-vous les mains avant, vous mettez le gant avec des mains propres et lorsque vous enlevez votre gant, lavez-vous les mains pour éviter la contamination. Alors, bien sûr, on n'a jamais eu des entreprises aussi propres et désinfectées. Vous avez mis en œuvre des protocoles de nettoyage et de désinfection. Alors, attention, soyez vigilants. N'allez pas nettoyer à outrance vos sols. On ne marche pas encore sur les mains. Soyez vigilants sur les points de contact où les mains vont pouvoir être touchées, les poignets, les boutons de micro-ondes, le bouton de la caissière, les interrupteurs. N'allez pour autant pas supprimer tous ces outils, le micro-ondes, la caissière de vos entreprises. N'allez pas bannir non plus le frigo, mais par contre, accompagner vos salariés dans le nettoyage et la désinfection à l'entrée de ces locaux sociaux pour pouvoir toucher, je dirais, les points de contact avec des mains propres et notamment aussi protégez-vous avec un masque dans ces locaux. Vous avez juste le droit de l'enlever lorsque vous êtes installé pour prendre votre repas. Voilà. On a déjà parlé de cette fameuse EN 14476, une question qui est apparue au début du webinaire. Soyez vigilants au temps de contact. On a eu beaucoup d'entreprises qui sont revenues vers nous pour analyser la fiche de données de sécurité ou la fiche technique de ces produits. N'hésitez pas à nous les faire parvenir par mail. On vous donnera donc notre avis. Et on a vu trop souvent des produits effectivement EN 14476, mais avec des temps de contact d'1 heure, alors que le produit était appliqué que quelques secondes après et puis essuyé. Voilà, donc aucun effet virucide pour ces produits. Soyez vigilants aussi, et c'est une des recommandations du protocole national, c'est d'aérer très souvent vos locaux, notamment un quart d'heure, c'est recommandé un quart d'heure toutes les 3 heures, aérer plus si vous le pouvez, vos locaux, et on parlera tout à l'heure de ventilation notamment et d'extraction d'air sur les notions de conditions de retrait du masque. Soyez vigilants aussi sur la gestion de vos déchets. Vous avez probablement mis en place une gestion de ces déchets avec des poubelles à pédales pour éviter de toucher à la main le couvercle de la poubelle pour se contaminer. Vous devez donc stocker ces déchets pendant 24 heures, donc les essuie-mains, les mouchoirs, les gants,
les masques, vous devez les stocker pendant 24 heures avant de les évacuer vers une filière classique, hein, comme vous le faites habituellement, la filière classique des ordures ménagères. Voilà. L'idée de les conserver 24 heures, c'est d'inhiber ce virus et d'éviter de contaminer la chaîne du déchet derrière et des personnes qui retravaillent vos déchets. Voilà. Même si les ordures ménagères sont souvent vouées effectivement à l'incinération. Pour la maîtrise des systèmes de ventilation, des questions qui sont revenues, qui reviendront encore. Le protocole national, aujourd'hui, a assoupli un petit peu, on va dire, l'utilisation des ventilateurs, des systèmes de ventilation. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment donné proche de l'hiver, où il va falloir chauffer nos locaux. Soyez vigilants, vous ne pouvez utiliser un système de ventilation, hein, un système avec un ventilateur, si et seulement si ce ventilateur n'est pas dirigé vers les personnes en direct. Voilà. Si toutefois vous utilisez un ventilateur simple pour, refroidir vos locaux ou ne serait-ce que d'avoir des conditions thermiques plus agréables, proscrire ces systèmes de ventilateurs classiques. Effectivement, les aérothermes, pour chauffer cet hiver, il faudra bien les utiliser à un moment donné, mais il faudra juste régler ces pales pour éviter d'avoir le flux vers les personnes. Les climatisations, lorsqu'elles sont simples et je dirais lorsque ce sont des climatisations qui n'utilisent pas d'air extérieur, hein, donc c'est juste des climatisations à recyclage uniquement, on sait que les filtres dedans ne sont pas forcément d'une très grande efficacité. Donc, utilisez, allez vers vos fournisseurs, enfin votre fournisseur pour la maintenance, hein, votre prestataire de la maintenance, pour les faire vérifier et leur demander si le filtre, et notamment un filtre à haute efficacité, ce qu'on appelle un filtre EPA, ce qui n'est pas souvent le cas, hein, c'est normal. Donc, soyez vigilants à ça. Et si vous avez que des climatisations à recyclage, évitez de les utiliser. Elles sont aussi à proscrire parce qu'elles vont juste brasser l'air de vos locaux. Alors, ces climatisations sont utilisables dans un bureau seul, bien entendu. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez brasser l'air, votre air. Mais par contre, dès que vous êtes deux, dans un collectif, il faut éviter d'utiliser ces outils. Alors voilà, il y a aussi l'axe de ressources humaines, hein, de formation, d'information, hein, sur ces questions de Covid. Hein. Vous avez formé vos salariés au bon geste. Nous avons probablement, dans certaines entreprises, nous avons collaboré avec vous sur ces questions-là. Voilà, vous avez créé aussi un certain nombre de procédures, notamment une procédure de prise en charge de personnes symptomatiques. Hein. Vous avez probablement des cas dans vos entreprises où vous serez sujet à des cas. Nous vous proposons de vous référer à un document qui a été fait par notre service. Nous étions donc dans ce groupe-là, notamment le docteur Oxane Adler, Laurence Martin et moi-même. Vous pourrez le télécharger sur notre site internet, il est possible. Et vous aurez donc la procédure pour mettre en œuvre et prendre en charge cette personne symptomatique. Voilà, on a terminé sur cette présentation. Alors, on a encore le protocole à reprendre parce que c'est un point essentiel et le docteur Oxane Adler va y travailler. Va vous le présenter. On vous propose donc d'aller télécharger sur notre site internet les grilles de documents uniques, hein, pour vous permettre d'avoir des outils si vous n'en possédez pas aujourd'hui. Et si vous avez des questions suite à ce webinaire ou même d'autres questions qui pourraient arriver, n'hésitez pas à utiliser notre ligne dédiée Covid, hein, au conseil aux employeurs, pour vous répondre à vos questions, qu'elles soient médicales ou techniques. Voilà. Docteur Oxane Adler, je vous laisse la parole pour… Alors, juste un petit bémol. Oui. Juste un petit bémol sur la présentation, la diapositive précédente. Oui. Le numéro de téléphone qu'on vous a mis, c'est le numéro de téléphone pour les adhérents de la ST35. Hein. Pour les adhérents d'autres services, contactez votre service de santé au travail. Voilà. Oui, effectivement, hein, on est là aujourd'hui. Il y a eu pas mal de questions.
Et Il y a eu n'hésitez pas mal de pas- questions. Je ne sais pas si je fais d'abord le protocole ou si on répond déjà on peut répondre aux aux questions. questions. Voilà, une personne qui demande concernant le Covid, peut-on juste joindre en annexe le PCA et le plan de reprise d'activité? C'est vrai que c'est un petit peu redondant tous ces documents entre le DU, le plan de prévention, le plan d'action, le PCA, le plan de reprise. Oui et non. Le PCA répondra à une partie de l'obligation, mais pour autant, le PCA ne permet pas d'évaluer et de hiérarchiser vos risques donc par rapport aux autres risques de votre entreprise. Donc c'est là-dessus où effectivement vous ne répondriez pas forcément à la question d'évaluation, mais c'est déjà un bon début. Voilà. Donc n'hésitez pas effectivement à vous en inspirer fortement parce que ça va être des redites. Hein. Et le document unique, hein, on va dire, moi je le présente souvent comme une commode, hein, avec plusieurs tiroirs. Effectivement, le tiroir Covid pourra contenir ce fameux PCA qui a été fait dans les entreprises, hein, le plan de continuité d'activité ou le PRA, le plan de reprise d'activité. Voilà. Alors, une autre question pour un employeur qui a des salariés qui partent en déplacement, qui demande quelles précautions il faut prendre. En fait, il faut que vous vous assuriez que quand vos salariés vont en déplacement, non seulement les mesures, les gestes barrières et les mesures sanitaires sont bien respectés dans les établissements où ils vont, mais aussi que vos salariés respectent également les mesures préconisées quand ils vont dans les établissements. Donc, il faut qu'ils aient le matériel à disposition et il faut qu'ils respectent le lavage des mains, la distanciation, etc. etc. Il faut s'assurer que de part et d'autre, en fait, tout sera bien respecté. Vas-y, Laurence. Juste, je me permets parce que du coup, j'étais en train de répondre en parallèle à la personne qui doit partir d'ici 5 minutes et quitter le webinaire. Du coup, c'est ce que je lui précisais. C'est vrai que de toute façon, par rapport à des personnes qui ont des fonctions itinérantes, forcément, on n'est plus donc ici pendant la période de confinement où là, les déplacements étaient vraiment donc ici restreints. Pour autant, on est quand même dans un contexte sanitaire assez particulier, donc il faut absolument limiter les déplacements au strict nécessaire. S'il y a des réunions qui peuvent se faire en visio ou autrement, en télétravail, effectivement, il faut vraiment toujours privilégier le mode à distance de tous ces déplacements. Pour ce qui est strictement nécessaire, notamment voilà, à l'exercice de leurs fonctions, forcément, ils doivent se rendre et réaliser ces déplacements. Et comme je viens de l'identifier, c'est exactement ce que je notais du coup donc, par rapport à ce que disait Dr. Oxenler, c'est vraiment donc à chaque fois leur rappeler, quitte à joindre une note de service à chaque déplacement. Pour rappel, voilà les gestes barrières. N'oubliez pas, on vous a remis un nombre de masques suffisant. On vous remet également du gel en quantité suffisante. Vous pouvez tout à fait préciser que pour les temps de restauration et autres, privilégier effectivement, je ne sais pas moi, certains types donc ici de restaurants ou autres voilà, où l'ensemble des mesures sont respectées. Pareil pour les hôtels, n'hésitez pas en fait à vous charger. Alors je ne sais pas comment fonctionne votre entreprise, mais si jamais c'est vous qui vous chargez de l'organisation des déplacements et du découchage, à vérifier avec eux et leur demander voilà quel est votre protocole de nettoyage, désinfection entre les différentes chambres pour pouvoir en fait vous montrer que vous mettez les moyens nécessaires. Toujours avoir ce réflexe de se dire je ne pourrais pas éviter le risque à 100%, mais je mets donc ici les moyens nécessaires à limiter au maximum le risque. Je me permets parce qu'effectivement, ça fait plusieurs personnes qui le notent. Effectivement, le webinaire se termine à 15h30. Vous en avez un autre, effectivement, sur les TMS. Peut-être, je ne sais pas si vous avez deux questions urgentes ou est-ce qu'on déroule rapidement, mais en 3 minutes, ça risque d'être compliqué. Mais ça se terminait bien à 15h30. On va faire au plus vite. Donc, je vais passer au protocole national. Donc, c'est vrai que le gros des questions, en général, voilà, porte sur le port du masque et surtout sur la possibilité de l'enlever en fonction des départements où on se situe du niveau de circulation du virus. Alors, petit rappel, le port du masque est maintenant nécessaire dans les espaces clos, dans les lieux collectifs clos. Donc ça découle d'une mise à jour des connaissances scientifiques sur la transmission du virus, notamment par rapport aux aérosols dont je vous parlais tout à l'heure.
Le fait de mettre du plexiglas entre les bureaux ne va pas suffire à éviter le fait que si un de vos salariés est porteur du virus, la concentration virale dans l'air va augmenter au fur et à mesure qu'il respire, et donc les autres salariés peuvent se contaminer, même sans se postillonner directement dessus ou sans contact manu porté. Donc, en fonction du département où vous vous situez, il peut y avoir des conditions de retrait temporaire. Alors, c'est quand même quelque chose de très, très difficile à manier et qui peut se faire uniquement sous réserve de conditions cumulatives. Donc, il faut qu'il y ait… Donc, quand on est dans une zone où la circulation du virus, une zone verte, donc où la circulation du virus est faible, il faut qu'il y ait une ventilation, une aération fonctionnelle qui est bénéficiée d'une maintenance. Donc ça veut dire qu'il faut au moins qu'il y ait une aération par fenêtre ou par porte possible. Donc il faut que vous puissiez aérer les locaux. L'existence d'écrans de protection entre les postes de travail, donc éventuellement des plexiglas ou d'autres écrans de protection. La mise à disposition de visières, alors ça c'est redondant avec les écrans de protection, mais par contre ça veut bien dire que si éventuellement vous êtes d'accord pour que vos salariés retirent le masque, il faut qu'ils portent une visière. Ils enlèvent le masque, ils mettent la visière. Voilà, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et la mise en œuvre d'une politique de prévention avec désignation d'un référent Covid dont on vous parlait tout à l'heure et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques, c'est-à-dire une procédure qui décrive bien si jamais quelqu'un est symptomatique dans mon entreprise, comment je fais pour la prise en charge de cette personne. Donc si vous êtes dans un département classé vert, on peut imaginer qu'il y ait des conditions de retrait temporaires. Alors temporaire, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, enfin, puisque initialement on avait quand même une limite à 15 minutes hein, sur le temps d'exposition quand on était avec des personnes dans un lieu partagé et qu'on ne portait pas de masque, je pense qu'il faut rester raisonnable et que ce soit moins de 15 minutes. Mais il n'y a rien de très clair hein, là-dessus. Mais si on se reporte à la définition des contacts, la logique ce serait que ce soit moins de 15 minutes et une seule personne à la fois, puisque les autres porteraient les masques. Alors, voilà. Donc la condition cumulative, quand on est dans un département classé orange, c'est qu'il faut également que ce soit dans des locaux de grand volume. Donc là, c'est pareil, on n'a pas de définition claire du grand volume. Donc on peut imaginer que c'est soit des plafonds hauts, soit plus de 4 mètres carrés par personne, et disposition d'une extraction d'air haute. Donc là, Erwan, tu me coupes si je dis une bêtise, mais pour moi, la notion d'extraction veut dire que là, ce n'est plus une ventilation naturelle, mais une ventilation mécanique, avec un moteur, pour que ça puisse extraire l'air et que les bouches soient bien placées en hauteur pour qu'en fait, les éventuels aérosols soient directement captés vers le plafond et ne puissent pas diffuser vers le reste des collaborateurs. Après, quand on est en zone rouge, la condition supplémentaire, c'est qu'il faut des locaux donc bénéficiant là d'une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace d'au moins 44 mètres carrés. Donc vous voyez, tout ça, c'est très très flou. Ça reste à valider par le CSE. C'est vraiment des choses qui sont difficiles à manier, d'autant plus que si on s'en réfère à la définition des cas contacts, à partir du moment où vous avez un collaborateur qui ne porte pas de masque, si les autres sont tous équipés de masques chirurgicaux, on ne sera pas dans la définition du cas contact, mais par contre, avec des masques sanitaires, donc avec des masques grand public, c'est bien spécifique, il faut que l'ensemble des collaborateurs portent les masques. Voilà, donc c'est vraiment manié avec précaution. Et quand on se rapporte à la définition des cas contacts, si vous avez autorisé des choses, ça n'empêche que vous pourrez avoir des cas contacts dans l'entreprise et puis du coup, et potentiellement plusieurs salariés qui se retrouveront en isolement. Si je peux juste me permettre par rapport à une réaction effectivement alors de Claire par rapport effectivement aux visières. Alors c'est toute la complexité de ce protocole où vous avez des mesures des propos qui restent contradictoires les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'effectivement c'est bien noté noir sur blanc que la visière ne peut pas se substituer donc ici au masque, ça c'est très clair. Mais dans le cadre donc effectivement d'une dérogation au port du masque lorsque justement on est assis à notre poste et de manière temporaire, ça permet d'enlever le masque. C'est ça là-dessus, on est navré parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent paraître contradictoires parce que en fait, tout dépend où se place le salarié à un instant T. Alors pour ce qui est là, je vois aussi dans le chat comment traiter la prise des repas en salle de pause.
parce que le port du masque ne peut être maintenu, évidemment. Hein, quand on est en pause repas, en pause café, on ne peut pas porter le masque. Donc là, la seule solution, c'est vraiment qu'il y ait du volume, de l'aération et que les gens se tiennent à distance. Mais vous prenez un risque. Voilà, c'est systématiquement sur ces moments-là, tous les cas de contamination que j'ai eu en entreprise, c'était au niveau des pauses café, les pauses repas ou les vestiaires. C'était pas en fait dans les conditions de travail habituelles. Donc c'est vrai que voilà, c'est là qu'il y a beaucoup plus de risques. Donc, là, par contre, où pour le coup, effectivement, par contre, de si quelqu'un est là, il peut se permettre d'enlever son masque. Tout à fait. Je lui conseille quand même d'aérer s'il reçoit par la suite quelqu'un dans son bureau, parce qu'il aurait pu charger l'air de microbes. Et donc la personne qui rentre après, voilà, pourrait, si elle a juste un masque grand public, pas être parfaitement protégée. À l'extérieur, le port du masque est donc nécessaire seulement en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter la distance d'1 mètre, puisque là, il y a une dilution de la charge virale dans l'air, puisqu'on est à l'air libre. Et pour les salariés qui travaillent en atelier, ils peuvent retirer leur masque si l'espace est bien ventilé, s'ils portent une visière et qu'ils restent vraiment loin les uns des autres. Mais là, c'est pareil, on n'a pas de chiffres, hein, donc ça reste à manier avec précaution. Et toujours un rappel, hein, le port du masque pour lutter contre la Covid-19, donc le masque grand public, ne remplace pas des précautions nécessaires par rapport à d'autres risques plus importants. Ceux qui portaient déjà des masques FFP2 ou des masques FFP3 continuent à porter le masque FFP2 ou FFP3 qui les protège également du virus. Voilà, donc je pense qu'on est arrivé. Voilà Aurélie, juste On est arrivé au bout. peut-être rappeler, mais on l'a déjà dit, hein, qu'effectivement on peut pas, enfin on peut se soustraire du masque dans un bureau individuel, voilà, et que à l'extérieur il faut le porter uniquement lors de regroupements ou d'incapacité de respecter la distance des 1 mètre. Alors attention, parce que là on est dans le protocole national pour les entreprises. Soyez vigilants aussi aux règles qui sont imposées au niveau de votre mairie par la préfecture ou par arrêté municipal. Selon l'endroit où on va se trouver en France, effectivement, il y a des obligations aussi en tant que citoyen à porter le masque en extérieur. Voilà. Donc là, on vous parle bien de la santé au travail et non pas du citoyen lambda. Voilà. Et dans la notion d'atelier, hein, pour les gens qui vont travailler en atelier, c'est-à-dire… me permets, Juan? Oui, oui, Laurence. Oui, excuse-moi. Je réagis juste par rapport à une question. Donc, par rapport au port du masque dans le bureau, donc effectivement, lorsque vous recevez des personnes, donc eux mettent leur masque, mais vous aussi, vous devez mettre votre masque. Vous ne pouvez retirer votre masque quand vous êtes en fait seul à votre bureau. Voilà. Et vous ne pouvez utiliser Sinon, c'est un le espace partagé. ventilateur et la climatisation Vous êtes deux dans un bureau. dans le cas où quelqu'un vient, vous devez éteindre tous ces systèmes qui vont être plutôt un vecteur de brassage du virus. Voilà. Voilà, donc dans les ateliers, et ça peut répondre aussi à une question qu'il y avait effectivement dans un espace très bien ventilé. On va prendre l'exemple d'un garage automobile où chaque mécanicien va travailler sur son pont. Voilà, effectivement, s'il y a une distance largement bien respectée, et là on a les 1 mètre bien largement, si l'espace est bien ventilé par l'ouverture de la porte ou des portes, effectivement on peut se dédouaner dans le cadre de l'atelier du masque. Par contre, il faudra utiliser la visière. Voilà. Mais ça, c'est des cas particuliers liés au protocole national. Voilà. Voilà. Alors, avant de peut-être répondre aux questions qu'on avait prévues, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions posées? Notamment, j'ai répondu, hein, le vinaigre blanc n'est pas un virucide au sens de la norme, donc il n'est pas conseillé. Hein. Effectivement, c'est un produit qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui pour les actes de ménage, mais dans ce cas de figure, non, on ne peut pas l'utiliser comme virucide. Voilà. N'hésitez pas, hein, les collègues, si vous voyez des questions. Voilà.
Alors, après, il est vrai qu'on a dépassé le temps imparti, mais ceci dit, si certains d'entre vous peuvent rester, ont d'autres questions à poser, on peut rester quelques minutes de plus de notre côté. Et on avait également suggéré 4 questions. Alors pourquoi? Parce que ce sont des questions qui nous sont en général systématiquement posées quand on va dans les entreprises. Donc si ça vous intéresse, on peut également répondre aux 4 questions posées sur la diapositive affichée. Donc, Laurent, si je te pose la question, l'employeur peut-il imposer le port du masque et les gestes barrières en entreprise, à ton avis, en tant que juriste? Alors, c'est non seulement il peut, mais il doit effectivement, donc ici, l'imposer. Et là, vraiment, n'oubliez surtout pas votre règlement intérieur, alors pas forcément en tant que tel, en tout cas une note de service, parce qu'à un moment donné, en fait, au titre de votre obligation de sécurité, si jamais vous avez des collaborateurs qui persistent à refuser de porter le masque ou de respecter les gestes barrières, vous n'aurez pas d'autre choix, alors même si je peux paraître méchante, mais vous n'aurez pas d'autre choix que d'user de votre pouvoir disciplinaire. Ça aussi, ça fait partie intégrante de votre obligation de sécurité à l'égard des autres salariés. Donc oui, vous devez, non pas pouvez, mais devez imposer. Voilà, et maintenant, docteur Oksana Adler, est-ce que l'employeur peut imposer un isolement à un de ses salariés et même voire lui imposer un dépistage? Alors, non, certainement pas. Il ne peut pas imposer de dépistage. Il n'y a pas de… Et ça, c'est très clairement noté dans le protocole national. Pas de dépistage systématique à la demande de l'employeur. Éventuellement, c'est l'ARS qui peut imposer des dépistages systématiques s'il y a une notion de cluster dans l'entreprise. Par contre, que ce soit pour le dépistage et l'isolement, c'est pareil, il ne peut pas l'imposer, mais ce qui est à la charge de l'employeur, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser et de responsabiliser ses salariés. C'est-à-dire, n'hésitez pas à répéter à vos salariés qu'en cas de symptômes, toux, fièvre, perte de goût, perte de l'odorat, difficultés respiratoires, etc., qu'ils ne se présentent pas sur le lieu de travail, mais qu'il aille consulter. Si jamais ces symptômes se déclarent alors que le salarié est déjà sur le lieu de travail, vous l'isolez, vous appelez la personne, le référent Covid idéalement qui de vos coups saura comment prendre en charge la personne, et vous l'incitez à aller consulter. Et c'est le médecin traitant à ce moment-là qui soit prescrira un dépistage, soit prescrira un arrêt de travail ou conseillera un isolement. Il faut savoir qu'un isolement, si votre salarié peut rester en télétravail chez lui, là il est en isolement en attendant les résultats de son test, ça peut être intéressant. Si jamais, il faut quand même aussi avoir conscience que si vous avez bien proposé toutes les précautions nécessaires au sein de l'entreprise, c'est-à-dire la distanciation physique, les écrans, le port du masque, etc., en théorie, le risque de contamination est faible. Mais si pour une raison X ou Y, vous ne voulez pas prendre de risque, j'ai eu le cas récemment d'une boutique, l'employeur m'appelle en me disant qu'il y a une suspicion de Covid chez un de ses salariés. Il y a peut-être aussi un cas contact. Que peut-il faire pour que le cas contact reste aussi à la maison? Parce qu'il avait trop peur. Il se disait si jamais il y avait à nouveau une contamination dans l'entreprise, il fermait boutique. Il ne pouvait pas se permettre. Je lui ai dit écoutez, dans ce cas-là, payez-le à rien faire chez lui. Ce sera moins risqué économiquement pour vous que de le laisser revenir, même s'il avait pour autant vraiment pris toutes les précautions possibles. Donc ça, vous ne pouvez pas l'imposer. Par contre, vous pouvez sensibiliser, responsabiliser et éventuellement proposer, non pas un isolement, mais un isolement à la maison payé si vraiment vous… Voilà, par mesure de précaution. Et après, pour ce qui est de la prise de température, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas imposer ça à vos salariés pour plein de bonnes raisons. C'est que, d'une part, ce n'est pas parce que quelqu'un a la température qu'il a le Covid, et ce n'est pas parce que quelqu'un a le Covid qu'il a la température. Donc, on tourne un petit peu en rond. Votre salarié peut tout à fait avoir de la température pour une autre raison médicale, ou juste parce qu'il est arrivé en vélo, vite, il a couru parce qu'il était en retard. Et dans ce cas-là, c'est assez vite fait qu'il dépasse le 38. Donc, c'est ni quelque chose de fiable, ni quelque chose d'imposable. Et en tout cas, ce qui est absolument interdit, c'est de faire un recueil des données que vous auriez pu avoir si jamais vous avez proposé ça à vos salariés et qu'ils l'ont accepté. Ok, merci. Nous avons une question de Luc concernant un open space de 10 personnes. Les bureaux sont séparés par des vitres.
Et donc, a priori, le port de la visière est autorisé. Hein. Dois-je donc imposer le port du masque par rapport aux aérosols? Alors là, on est bien dans le cadre d'un open space, donc d'un bureau collectif. Vous avez donc effectivement 10 personnes dans cet espace. Si, Luc, vous êtes en Ille-et-Vilaine, il faudra que votre bureau soit un minimum d'une taille de 40 mètres carrés, c'est-à-dire 4 mètres carrés par personne. Effectivement, vous avez répondu à une des conditions, c'est d'avoir des barrières physiques. Vous avez donné des visières pour être utilisées lorsque les gens vont enlever le masque, mais le masque, c'est bien un retrait du masque temporaire au poste de travail. On n'est pas sur un retrait du masque de façon définitive quand on a répondu à toutes ces questions-là. Voilà. Donc, voilà, c'est bien tout le dialogue social dans votre entreprise avec ces 10 salariés qui vont déterminer la règle pour enlever le masque. Et donc ça, c'est à vous de déterminer avec eux les temps de relâchement de ce masque. Mais pour autant, vous ne devez pas l'enlever sur la durée totale du travail. Voilà. Et en soi, et en plus de tout ce que je vous ai dit, effectivement, vérifiez bien si vous avez une ventilation entretenue qui peut répondre dans le cadre d'un bureau à un débit de 25 mètres cubes par personne pour être, je dirais, considéré comme une ventilation efficace. Voilà. Donc il faudrait effectivement, dans le cas de figure de votre bureau de 10 personnes, il faudrait 250 mètres cubes heure pour votre ventilation pour être efficace et avoir un renouvellement digne de ce nom. Voilà. Alors. Aline qui demande ce qu'elle peut faire pour sa salariée qu'elle a pris en flagrant délit de non-portage de masque dans le commerce. Alors, elle peut rappeler les règles. Alors, si vous voulez utiliser votre pouvoir disciplinaire, la base pour pouvoir utiliser le pouvoir disciplinaire, c'est effectivement que les règles soient au moins, alors si ce n'est pas dans votre règlement intérieur, le cœur même du règlement intérieur. Personnellement, moi, je conseille plutôt de faire une note annexée spéciale Covid, entre guillemets, où effectivement, donc, il faut au moins que ce soit une note annexée au règlement intérieur qui rappelle justement, donc ici, le port du masque obligatoire et que ça peut être constitutif justement d'une faute. Parce que en fait, au sein de votre établissement, c'est vous qui exercez votre pouvoir de direction, c'est vous qui utilisez le pouvoir disciplinaire, qui décidez quand vous le mettez en œuvre. Donc, les mesures nationales ne vont pas suffire parce qu'il ne faut pas oublier que le port du masque n'est prévu d'un point de vue réglementaire que pour certains établissements recevant du public et pour le reste, ce n'est que de la recommandation sanitaire ou gouvernementale, mais ce n'est pas réglementaire. La nuance est peut-être délicate, mais en tout cas, pour appuyer une mesure disciplinaire, vous avez plutôt intérêt à établir cette note annexée au règlement intérieur. Alors, que faire si un salarié nous appelle pour nous avertir de symptômes ORL et nous demande s'il peut venir travailler? Oui, demandez-lui de contacter son médecin. À partir du moment où il est symptomatique, il vaut mieux qu'il aille consulter son médecin. Et c'est son médecin qui évaluera s'il y a un risque que ce soit un Covid ou pas. Et s'il préfère soit lui prescrire un arrêt de travail, en tout cas prescrire un dépistage, soit vous conseiller que le salarié reste isolé. Et c'est vrai qu'en attendant, si c'est juste un nœud qui coule, en attendant le résultat du dépistage, si le médecin a estimé nécessaire d'en faire un, vous pouvez proposer à votre salarié de rester en télétravail quand c'est possible ou lui proposer un bureau isolé en étant tout à fait vigilant sur sur le port du masque et toutes les autres mesures sanitaires pour éviter qu'éventuellement il puisse contaminer ses collègues. Par rapport à l'information des référents Covid, c'est là aussi où vous avez, en tant qu'employeur, lorsque vous désignez un référent Covid, et ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment lui donner les moyens nécessaires à exécuter cette mission. Donc, il veut dire effectivement, donc, lui donner une source d'information, bon, la première étant le site du gouvernement sur toutes les informations relatives donc, au coronavirus,
effectivement, là, oui, il faut absolument, donc ici, qu'ils soient informés. Vous avez après des formations, des webinaires qui sont orientés spécialement pour les référents Covid, pour justement aussi actualiser cette réglementation. Mais ça relève bien de votre responsabilité en tant qu'employeur de lui donner accès à, tout, à toutes ces sources d'informations. Alors, une autre question de Claire Leroux sur les tests. Les avis des médecins que nous avons pu recueillir suite à plusieurs cas sont très divers. Ça, malheureusement, ça peut arriver. Voire incohérent. Un médecin a considéré qu'un test n'était pas nécessaire car le salarié avait déjà été testé environ un mois auparavant. Alors, tout dépend du contexte. Ça dépend s'il y avait eu des symptômes. Ça dépend de plein de choses. Si votre salarié a déjà été testé positif il y a un mois, il a fait le Covid il y a un mois, il est très probable qu'il ne le refasse pas un mois après. Ceci dit, même ça, je ne peux pas vous le garantir puisque actuellement, on n'est pas certain qu'il y ait une immunisation. On suppose qu'il y aura une immunisation partielle, mais on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas à quel niveau, etc. Donc voilà, il faudrait plus de renseignements pour vous répondre. En tout cas, il faut savoir s'il est symptomatique. Enfin, il y a plein de choses. Si c'est un cas contact, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Mais c'est vrai que c'est un sujet un petit peu délicat et qu'on n'est pas toujours d'accord sur les avis qu'on peut donner, malheureusement. Alors là, on a une autre Alors, les question. fontaines à eau nécessitent… On a une autre- Pardon Aurélie, on a une autre question concernant un atelier où deux salariés travaillent dedans et ils utilisent des outils en commun. Doivent-ils les désinfecter après chaque utilisation? Alors effectivement, pour répondre à cette question, il faut dans l'idéal ne pas utiliser d'outils en commun le plus possible. Après, si vous avez un bon nettoyage et une bonne désinfection de vos mains, vous utiliserez effectivement les outils avec des mains propres. Les salariés porteront le masque, donc ils ne pourront pas projeter de gouttelettes sur et donc contaminer ces outils. Mais par principe de prévention, de précaution, si vous pouvez, donner des outils différents à chacun de vos salariés, c'est que mieux. Voilà. Voilà. Même principe pour les fontaines à eau, en fait, dont on partage le bouton poussoir. Si tout le monde se désinfecte les mains avant de l'utiliser, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de virus, et porte des masques, on peut imaginer qu'il n'y aura pas de virus sur le bouton poussoir. Après, c'est vrai que si on veut vraiment être pour tout ce qui est partagé, hein, la machine à café ou je ne sais quoi, l'idéal, c'est que chacun se désinfecte les mains avant, utilise la surface partagée, puis se redésinfecte les mains après. Et ça n'empêche pas de désinfecter aussi le bouton ou la zone partagée avec du gel hydroalcoolique, de la solution hydroalcoolique. Je pense que c'est efficace. C'est pas forcément, c'est certainement plus coûteux, mais ça doit être efficace aussi. Il n'y a pas de raison. Alors, le seul inconvénient d'utiliser le gel hydroalcoolique pour nettoyer, c'est que vous avez à l'intérieur un gélifiant, hein, donc vous allez donc avoir un nettoyage, une désinfection, effectivement, mais vous allez avoir un bouton qui va être collant. On voit bien, hein, lorsqu'on utilise à plusieurs reprises le gel avec nos mains, on a des mains assez poisseuses, et donc là, vous aurez donc une surface qui sera polluée d'un produit collant, mais pour autant désinfecté. Voilà. Alors, une autre question, si on est cas contact et j'imagine asymptomatique, faut-il attendre 7 jours avant d'effectuer le test pour qu'il soit fiable? Oui, c'est ce qui est recommandé. Alors, au plus tôt 5 jours et en général 7 jours, parce que sinon, après le dernier contact avec le cas contact, hein, parce que sinon, il n'y a pas eu le temps de développer, en fait, de développer le virus et vous pourriez avoir un test négatif faussement rassurant, en fait. Ok, voilà. Est-ce qu'on a oublié des questions? N'hésitez pas à reposer vos questions si on n'aurait pas répondu hein, clairement à la question, comme il y en a eu plusieurs. Voilà, on est maintenant plus que une petite quarantaine là. On a perdu 30 personnes, mais c'est normal. Nos collègues ont démarré les autres webinaires, notamment sur les TMS. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va… Juste Laurence, oui. une question à laquelle je pense que je vais pouvoir répondre, parce qu'effectivement, il y a la difficulté que là, on va arriver dans la mauvaise période, hein, la période hivernale.
Donc, effectivement, on va avoir de plus en plus le nez qui coule, hein, n'est-ce pas, docteur Xeller? Donc, ça va être la difficulté de l'absentéisme. Là, je vois effectivement la question de Claire, ou du coup, que faire si un salarié vient travailler avec des symptômes, mais sans avoir prévenu ni consulté. Et quand on a juste un rhume, cela peut être délicat de déclencher une prise en charge Covid préventive. Tout à fait. Alors, le nez qui coule n'est pas signe forcément de Covid. Donc, dans les signes qu'on vous a donnés au départ, hein, c'était, je ne sais plus si c'était là qu'on les avait donnés, c'est vraiment la toux, la fièvre, la gêne respiratoire, la perte du goût, de l'odorat, les courbatures. Après, tout ça, ça reste très délicat puisque vous avez quand même 25% des gens qui sont porteurs du virus qui n'ont aucun symptôme. Vous n'allez pas pouvoir renvoyer systématiquement chez eux tous vos salariés qui ont le nez qui coule. Par contre, vous insistez sur le fait qu'ils portent bien les masques, qu'ils se lavent bien les mains et du coup, ils ne repassent pas leurs microbes. Même pour un rhume, c'est intéressant. Logiquement, si on respecte tous ces gestes barrières et le port du masque, je pense que cet hiver, nous aurons beaucoup moins de gastro, de grippe et de rhume. C'est peut-être là aussi, c'est peut-être la nuance qui peut être apportée, notamment entre la différence entre un, alors vous m'arrêtez, hein, parce que moi je ne suis pas professionnelle de santé, mais entre un masque donc, grand public et un masque chirurgical. Ça peut être intéressant lorsque vous avez des collaborateurs qui commencent justement à avoir juste le nez qui coule, à plutôt privilégier le port d'un masque chirurgical plutôt qu'un masque grand public. Tout à fait. Plus protecteur. Qui est plus protecteur. Ça peut être une des mesures du coup intermédiaire dans l'attente éventuellement d'un rendez-vous. Et là, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'entreprises en fait, qui imposent le port du masque chirurgical et qui arrêtent le masque grand public. Nous avons une autre question par rapport au protocole de désinfection des douches. Par rapport à l'utilisation de ces douches, effectivement, si c'est juste une douche de complaisance, c'est pas une douche, on va dire, pour les besoins du travail et l'insalubrité des tâches de travail. Beaucoup d'entreprises ont plutôt choisi de fermer ces douches, hein, que de les laisser à disposition. Maintenant, effectivement, si vous avez des tâches insalubres dans vos tâches de travail, il est nécessaire de les laisser. Après, vous pouvez avoir un produit de désinfection rapide par pulvérisation et rinçage. Il faut juste effectivement prévoir un temps de contact ou respecter le temps de contact pour que ce produit soit efficace. Voilà. Et quid du temps de vie du virus dans l'air? On vous a dit, hein, il y a encore des incertitudes sur le temps de vie de ce virus. On sait que sur les surfaces, notamment métalliques, le verre, il va pouvoir survivre quelques heures, 3-4 heures. Après, dans l'air, si vous ventilez bien, si vous aérez bien vos locaux, l'intérêt c'est d'assainir ces potentielles gouttelettes qui sont sous forme d'aérosol qui vont donc polluer votre environnement de travail. Voilà. Après, il faut désinfecter après chaque douche. Hein, il faut quand même désinfecter la douche. En général, les salles minutes point d'eau comme ça sont équipées d'une VMC, donc il va quand même y avoir une extraction de l'air. Vous laissez la porte bien ouverte, tout ça, ça va renouveler l'air. Tout à fait. Donc j'ai une petite réaction sur les douches de complaisance. C'est le cas pour les sportifs et les vélocyclistes, effectivement. Je m'en excuse, ces recommandations ne sont pas forcément faites pour vous, mais après, voilà, si votre entreprise est en capacité d'avoir un protocole de nettoyage parfait, il n'y a pas, voilà, rien n'interdit l'entreprise de les laisser à disposition. L'idée, c'était plutôt que ça met en œuvre des protocoles de nettoyage supplémentaires et qu'effectivement, dans les entreprises, il a fallu prioriser ses choix et la plupart du temps, ces douches ont été condamnées temporairement. Voilà. Alors, les masques chirurgicaux, là j'avoue que ça m'échappe. Comment on peut être sûr d'avoir des masques de type chirurgical? Ça, après, de toute façon, c'est lorsque vous faites votre commande, hein, de toute façon.
Ce sont bien, ce sont des masques vraiment. Une norme européenne, mais là, je vois que j'ai pas ça en tête. Oui. Pour répondre à Et Aline, donc, Aline qui demande si on peut donc interdire, ouais, pour répondre à le Aline, port du masque c'est grand c'est public et l'employeur qui rendre fait le choix des équipements de digital. protection individuelle. C'est vous qui les financez, c'est vous qui les mettez à disposition. Logiquement, voilà, vos salariés n'ont pas à utiliser leur propre matériel. C'est l'employeur qui prend en charge. Donc après, comme c'est l'employeur qui prend en charge, il peut effectivement faire le choix d'un masque, d'un type de masque ou d'un autre type de masque. Voilà. Ça, c'est aussi, faut connaître les contraintes aussi du port du masque grand public. C'est qu'après, qui prend en charge ce lavage? Effectivement, on sait bien que le lavage n'est pas pris en charge par toutes les entreprises, mais il faut au moins informer de façon correcte vos salariés de comment nettoyer ce masque pour qu'il soit efficace. Voilà. Le masque chirurgical, effectivement, va répondre. On va créer du déchet, mais il va répondre plus facilement. Il est effectivement plus coûteux, mais aussi plus protecteur, et il est à changer tous les 4 heures. Voilà. Et là, pour le coup, si vous êtes dans les conditions où on peut autoriser un retrait temporaire du masque, si un seul collaborateur enlève son masque et tous les autres sont équipés de masques chirurgicaux, là, vous ne rentrez pas dans la définition des cas contacts. Donc, vous êtes plus à l'abri. Voilà, bah merci à vous tous. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. N'hésitez pas encore, hein, nous on a encore un petit peu de temps à vous consacrer. Je vois que de plus en plus les gens nous quittent, mais c'est normal. Donc on va vous remercier et on va vous souhaiter une bonne mise à jour du document unique et la bonne mise en œuvre d'un plan d'action Covid. Voilà. Merci à vous. Merci pour vos remerciements, vos encouragements. Merci.